Bonsoir. L'Algérie applique encore une fois cette semaine les mesures sanitaires pour faire face à la pandémie Covid-19. Écoles fermées, certains espaces publics également, télétravail repris. Les chiffres de contamination repartent à la hausse, l'inquiétude gagne du terrain. Des mesures d'urgence gouvernementales sont alors prises pour stopper la propagation. Mais voilà, en même moment, l'OMS fait plutôt des annonces, tantôt rassurantes, tantôt inquiétantes. L'Organisation mondiale de la santé, dans un premier temps, affirme que la fin de la pandémie serait plausible grâce au variant Omicron. Quelques heures plus tard, elle estime qu'il était cette fois dangereux de supposer que ce variant annoncerait la fin de la phase la plus grave de la pandémie. Les nations sont ainsi appelées à rester en tous les cas concentrées face à cette crise sanitaire. Ce soir, nous ferons d'abord, avec nos invités que je vous présenterai dans un instant, nous ferons un point de situation dans le monde et en Algérie. Nous essaierons de comprendre comment le virus diminue d'intensité, même si la contagiosité reste importante. La vaccination, bien sûr. En Algérie, on en est où vraiment? Cette histoire de doses également, une troisième, une quatrième, qu'en est-il au juste? Les nombreuses questions que aujourd'hui vous vous posez certainement et qu'on essaiera de répercuter à nos invités. L'émission d'aujourd'hui est intitulée Omicron vers une immunité collective. Bienvenue dans Insight. Mes invités sont le docteur Fawzi Derrar, directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie. Docteur Derrar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Professeur Reda Djidjik, chef de service immunologie au CHU Bni Messous. Professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nordine Azouz, directeur de rédaction du quotidien Reporter, également un habitué de l'émission. Alors, avant de vous donner la parole, les chiffres, Nordine Azouz, on en est où concrètement aujourd'hui ? Alors, les chiffres généraux, vous savez que l'OMS publie chaque semaine un bulletin d'information sur les cas de contamination. Le dernier en date du mardi 25 janvier, donc c'est tout récent. Alors, les chiffres annoncés par l'Organisation mondiale de la santé donnent 21 millions de cas de contamination à l'échelle mondiale, un taux de mortalité autour de 5000 cas. Pour les agences africaines de santé, on est autour de 10 millions 600 de cas de contamination, avec moins de 240 000 décès. Avec une caractéristique assez particulière qui donne l'Afrique du Sud au premier rang des pays les plus touchés par la pandémie, suivi du Maroc, de la Tunisie et de l'Éthiopie. Pour ce qui nous concerne, nous, par rapport aux chiffres avancés hier par l'autorité sanitaire, il est pratiquement en baisse, puisque hier, on avait le chiffre de 2500, aujourd'hui, il tourne autour de 2140 à peu près. Donc ça, ce sont les chiffres généraux. Par rapport à l'Omicron, il est en situation de domination par rapport au Delta, puisque le taux donné par l'OMS en ce qui concerne le variant Delta, il est autour de 10,5%. Donc on a Delta qui est en situation de récession, régressif, et puis le variant Omicron qui est en situation, si je puis dire, d'échappement immunitaire. Très bien. Alors, messieurs les professeurs, docteurs, quelle est aujourd'hui la situation épidémiologique en Algérie? D'abord, est-ce qu'on a atteint ce fameux pic? On est dedans ou c'est encore la semaine prochaine? C'est difficile de dire avec précision. Je reviens un peu en arrière pour dire qu'on s'acheminait vers une quatrième vague au variant Delta, parce que les courbes étaient en hausse et qui était essentiellement dû au variant Delta au mois fin novembre et en décembre. Et par la suite, il y a eu la propagation du variant Omicron qui a atteint un pourcentage élevé à partir de la mi-janvier. Et moi, je pense que la vague d'Omicron a permis d'écraser un petit peu la vague de Delta, ce qui fait qu'on n'a pas eu un pic qui était prévu, qui était dû au variant Delta. Maintenant, pour le pic, il faudra tenir compte de plusieurs paramètres. C'est-à-dire, il y a eu la fermeture d'école, par exemple, qui n'était pas au départ. Et vous savez bien que ce qui entoure les enfants, c'est toutes les personnes qui emmènent leurs fils à la maison, qui reviennent. Donc, il y a un mouvement important autour des écoles qui est maintenant à l'arrêt. Donc, il y aura un impact sûrement dans les jours ou semaines à venir. Mais il faudra, pour analyser, même si on voit une stabilisation du cas, et l'expérience
qui a été démontré en Europe après l'Afrique du Sud, c'est que généralement, 1 à 2 mois après la hausse des cas, on observe une décrue. Le début d'une décrue, je parle d'un début de décrue, parce qu'il peut y avoir une décrue rapide, comme il va y avoir une phase plateau, qui sera consolidée plus tard par une baisse des cas. Nous espérons qu'on ait atteint le pic actuellement, mais cela devra être vérifié dans les jours à venir. Professeur Djidjic? Alors moi je dirais que nous sommes en train de vivre une situation inédite, exceptionnelle dans cette vague, cette dernière vague, ou la vague à Omicron, si vous voulez l'appeler comme ça. Le collègue vient de dire que nous sommes devant une situation où il y a 21 millions de nouveaux cas dans le monde. Je pense que si on compare par rapport aux anciennes vagues, où dans le monde on avait des 200 000, 300 000 cas, pas plus. Donc on est vers une situation de 10 fois plus ou 20 fois plus. Donc en nombre de cas, il y a une explosion de nombre de cas de Covid-19 ces derniers temps. Et ça se voit à l'échelle mondiale, dans tous les pays. Ça se voit et ça se sent. Absolument. Voilà. Si vous avez vu les chiffres en France, il y a eu 1 demi-million de nouveaux cas en France hier. Donc nous sommes devant une situation d'une explosion de nouveaux cas par jour. On le voit en Europe, on le voit aux États-Unis, on l'a vu en Afrique du Sud. Et ça, c'est dû probablement à ce nouveau variant Omicron. En Algérie, la situation est telle que nous avons maintenant les chiffres annoncés par le ministère de la Santé. Je pense que les chiffres du ministère de la Santé prennent compte de la PCR. Ils ne prennent pas compte un peu des différents tests diagnostiques. Je pense particulièrement aux tests antigéniques. Donc si on prenait les tests antigéniques comme test de diagnostic de la Covid-19, on aurait probablement des chiffres aussi importants comme le Maroc, comme la Tunisie, comme les autres pays africains. Mais paradoxalement, ce que nous voyons aussi, que le continent africain, quand même, d'une manière générale, est épargné par la Covid-19 en comparaison avec certains pays européens ou asiatiques ou de l'Amérique. Ça aussi, c'est une situation qu'on n'arrive pas à expliquer. Probablement, c'est dû à une composante immunitaire, une composante génétique qu'on retrouve chez les Africains qui leur permet un peu d'avoir moins de mortalité d'une manière générale dans cette pandémie de Covid-19. Alors, je reviens pour vous dire que nous sommes en train de vivre, le professeur Derard l'a dit, on s'attendait à une vague, la 4e vague à Delta. On s'attendait, on s'est préparé une vague meurtrière, parce qu'on connaît un peu ce variant Delta qui donne des formes... Est-ce qu'il sévit encore déjà, le Delta? Voilà. Il donne des formes qui donnent des détresses respiratoires, c'est-à-dire le besoin d'oxygène, et ça on l'a vu au mois de juillet. Tout à fait. On s'est préparé en conséquence sur le plan oxygène et tout. Mois de fin novembre-décembre, on attendait cette vague, elle est venue, on attendait le pic, et ensuite il y a une superposition arrivée de ce fameux variant Omicron. L'Institut Pasteur a diagnostiqué le premier cas, je pense, en décembre, et en mois de janvier, on voit un peu cette explosion de nouveaux cas qui est due probablement au variant Omicron. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, en Afrique du Sud, il y a eu une domination nette de ce variant Omicron, on le sait. En Europe, ils s'arrivent maintenant à 80%, 90% d'Omicron. La situation en Algérie, je pense qu'il y a eu le bulletin officiel de l'Institut Pasteur qui parle de 60%, peut-être un peu plus, probablement parce que nous manquons peut-être de séquencer un peu les différentes régions du pays. Peut-être qu'il y a un zoom sur certaines parties qui sont séquencées ou certaines régions d'où proviennent les prélèvements à l'Institut Pasteur, mais probablement, si on avait fait des séquençages un peu plus larges, probablement on retrouvait peut-être une domination d'Omicron un peu plus de 60%. Donc nous sommes, dans tous les cas, nous sommes devant une situation où l'Omicron va prendre le dessus. C'est une question de quelques jours, quelques semaines. Mais, ça, c'est le clair. Delta sévit, on est le bien d'accord, il n'a pas mais, complètement disparu. Écoutez, sur le plan caractéristique viral entre les deux variants, on sait que l'Omicron est plus rapide, il a une capacité de transmission 70 fois plus supérieure. Plus contagieux, donc, absolument, moins dangereux. Absolument. La contagiosité, on sait qu'il est très très contagieux par rapport au Delta, il est plus rapide, donc il est en train de prendre la place, parce qu'un virus ne peut pas vivre en dehors d'une cellule. Donc il a besoin d'infecter un hôte, c'est-à-dire une cellule, pour pouvoir vivre. Si l'Omicron prend la place, donc le Delta n'aura plus, c'est-à-dire d'hôtes à infecter pour survivre. C'est pour ça que nous allons arriver dans une situation en Algérie, le Delta va diminuer, il va disparaître dans quelques semaines. Heureusement que l'Omicron, vous l'avez dit, sur le plan virulence, tout le monde l'a remarqué, au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau de l'Europe, il donnerait des formes moins virulentes, moins dépendantes d'oxygène, moins de détresse respiratoire. Je pense que le tableau clinique, on peut revenir dessus tout à l'heure, mais ça ressemble plus ou moins, d'une manière à un rhume. Mais maintenant, ce qu'on ne sait pas, je pense qu'il faut être prudent.
Ce qu'on voit comme tableau clinique, ce sont des populations vaccinées. En Europe, d'une manière générale, vous savez que le taux de vaccination il est autour de 70-80%. Par contre, sur des populations non vaccinées comme la nôtre, où la situation est complètement inversée, c'est 80% de non vaccinés par rapport aux 20% de vaccinés. Quelle sera un peu la forme clinique de cet Omicron? Pour le moment, c'est rassurant. Nous avons à Alger environ 1500 malades hospitalisés, à l'échelle nationale peut-être 5000. On est loin de la situation du mois de juillet, même Du avec Delta. une explosion de nombre de cas. Voilà un peu pourquoi je vous dis que c'est rassurant, mais attendant les jours qui viennent, probablement qu'il y aura peut-être autre chose. Mais pour le moment, les choses sont rassurantes. Enfin, les événements, pour le moment, on les vit de manière, j'allais dire, du moins rassurante. Et j'espère que ça continuera comme ça. Et peut-être, pourquoi pas, à la fin de la pandémie. Docteur Derard, quelque chose à rajouter après ces explications? Oui, moi, juste pour... l'essentiel a été dit, mais rappelez-vous bien qu'on était parti en 2020 sur un virus qui était responsable de pneumopathie, de détresse respiratoire et décès. On arrivait à la fin vers un variant qui est surtout responsable d'infections respiratoires hautes bénignes. Mais, comme l'a dit, il faut faire très attention. On s'est habitué à l'apparition de variants par ce virus. Et en dernier en date, il faut savoir que les données encore s'accumulent et on voit que même l'Omicron a muté en variant BA2, qui est maintenant en train de faire un peu en C'est Europe. un sous-variant, c'est un nouveau variant. D'où il provient? Qu'est-ce qu'on sait de ce... La tendance vers un nouveau variant à part l'Omicron. Mais les scientifiques sont en train de travailler dessus, mais ça va vers un variant qui est différent par rapport à l'Omicron. On ne sait pas, plus grave, moins grave, on ne le sait pas encore. Ceux qui ont le variant BA2 qui est majoritaire, c'est le Danemark actuellement, donc c'est les publications qui sortent plus. Et on s'est aperçu au Danemark que les personnes qui ont été infectées par l'Omicron se réinfectent par le BA2. Et donc le variant BA2 a un avantage par rapport à l'Omicron. Maintenant, on est en train de surveiller très près. On sait qu'il est aussi contagieux que le variant Omicron, mais point de vue dangerosité, on ne sait pas jusqu'à l'heure actuelle. Donc c'est les jours à venir. Tout cela pour dire que, attention, quand on parle d'immunité collective, il faut faire très attention parce qu'il y a des paramètres qui peuvent apparaître en cours d'évolution du virus et qui peuvent fausser ce qu'on connaît auparavant. Avec la multitude de variants qu'on a jusqu'à l'heure actuelle, avec ce variant BA2 qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, mais juste pour vous dire qu'au Danemark, on était parti début janvier sur 3-4 souches de BA2, maintenant c'est la souche majoritaire au Danemark. Donc ça peut aller très vite comme l'Omicron et c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant, comme a dit le professeur Dudic, dans les jours à venir. Alors le Delta, l'Omicron, BA2, au États-Unis, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Pour ajouter à ce que vient de dire le professeur Darras, c'est que c'est vrai que le Danemark est le pays le plus touché par le BA2, mais le phénomène touche une quarantaine de pays quand même, hein, selon les chiffres de l'OMS. Même en France, il sévit aussi. Hein. Absolument. Oui. Donc c'est quelque chose qui est en train de bouger et se déplacer d'un pays à l'autre et gagner des géographies qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc Danemark, c'est vrai que c'est un chiffre, la prévalence est dominante, mais le BA2 touche une quarantaine de pays. Maintenant, selon les discours des scientifiques, on parle de variants, de sous-variants, de sous-lignées. Là, on est, pour l'instant, et là je parle sous le contrôle de nos éminents invités, on est surtout dans le débat linguistique plutôt que dans le débat scientifique et sur la recherche en ce qui concerne. Il y a des mutations qui sont communes. Absolument. Il y a beaucoup de mutations chez le BA2 qui ne sont pas partagées avec l'Omicron. En fait, donc ça, il faudra attendre. On parle de sous-variant parce que sur le plan phylogénique, il provient un peu de l'Omicron qu'on connaît, qui est le BA1. En fait, il y a peut-être 80% de similitudes. Le BA2 aurait d'autres mutations que l'Omicron, le BA1 n'a pas. Donc il y a peut-être, si je mes souvenirs sont bons, 5 ou 6 mutations supplémentaires qu'on ne retrouve pas dans le variant BA1 ou l'Omicron qu'on connaît. Très bien. Alors, le fait qu'Omicron touche la population juvénile, c'est un peu la nouveauté. Les enfants sont concernés, d'où la fameuse mesure de fermeture d'école. Est-ce que c'est un bon signe? Est-ce que c'est un signe qu'on se dirige vers l'immunité collective dont on parle tellement? À lui, bon. Question ouverte. Je prendrai la parole pour quelques minutes, mais juste pour dire qu'un virus qui se propage n'est jamais bon. Une infection virale qui se propage n'est jamais bonne en communauté. Et un virus, c'est des connaissances historiques. Plus un virus circule, plus la capacité à muter est grande.
Donc il faut absolument stopper, contrôler par n'importe quel moyen cette circulation virale. Ce qu'on a observé avec l'Omicron, c'est les moins de 15 ans et la tranche de la jeune âge de 35 à 49 ans, c'est ceux qui portent le plus lourd tribut en termes d'Omicron. Et c'est pour ça d'ailleurs que la diffusion est massive, parce que c'est la cheville ouvrière d'une société, et donc ça va très vite. Et donc, toutes les mesures de freinage, bien sûr, on reviendra sur la vaccination qui est le socle pour essayer de contrôler ça, mais après, c'est les mesures barrières, telles que le port de masque, qui arriveront à un certain moment à freiner, même si dans des pays qui ont par exemple, eu cette expérience en Europe, on n'est pas arrivé à endiguer, puisque, comme l'a dit mon collègue, on est arrivé à 2 millions de cas par jour, ce qui fait dire que c'est très, très, très compliqué d'endiguer un événement de la sorte avec un virus infectieux qui a la capacité d'avoir une contagiosité semblable à la rougeole. Par exemple, une personne peut infecter 13-20 personnes après une infection. Même si la population est disciplinée en matière de gestes barrières. Extrêmement compliqué, mais connaissons notre société aussi. Donc la diffusion, on s'attendait à avoir une diffusion explosive, massive. Maintenant, avec les mesures qui ont été prises, qui seront des mesures salutaires, il faudra aussi regarder la tendance vers la vaccination, parce qu'on est en train d'aller vers une vaccination qui va permettre, parce que rappelons maintenant, les données scientifiques par rapport au Omicron sont claires. Si vous faites une 3e dose, votre immunité repasse à 90%. Par contre, si vous n'avez pas de 3e dose, l'immunité avec les 2 doses diminue et diminue de 30 à 40%. Au bout de 6 mois ? Au bout de 6 mois. Donc il faut faire très attention à cela, et la circulation chez la population jeune a amplifié la cadence de l'épidémie. Pour ce qui est de la population juvénile, professeur Djidjic ? Mon humble avis, ce n'est pas l'Omicron qui toucherait particulièrement la population juvénile, mais probablement dû à cette explosion massive de nouveaux cas. En fait, tout est proportionnel. On sent maintenant peut-être qu'il y a plus d'enfants qui sont touchés, mais parce qu'il y a peut-être des milliers, des centaines de milliers de personnes touchées. Donc les jeunes ou les moins jeunes ou les adultes sont en face de ce virus de la même manière. Donc, mais c'est vrai, ce qu'on a remarqué, peut-être sur le plan symptomatique, il y a chez les jeunes, il y a un peu certains malades qui se déplacent en pédiatrie, qui ont des fièvres, des symptômes de rhume et de grippe. Mais je ne pense pas qu'il y aurait une caractéristique de l'Omicron dans la population juvénile. C'est parce qu'il y a un nombre de cas aussi très important qu'on a une proportion plus grande d'enfants qui sont touchés. Alors, je vais poser la même question, mais en deuxième temps, dans le sens où aujourd'hui, et c'est certainement aujourd'hui l'analyse que pas mal de gens qui nous regardent ce soir font, le fait qu'Omicron soit une souche, on va dire, moins grave du Covid depuis son apparition il y a presque 2 ans, est-ce que c'est un bon signe qui peut nous permettre de dire nous allons vers l'immunité collective? Parce qu'avec cette souche, c'est plus contagieux et moins grave. Alors, en fait, je disais tout à l'heure que l'Omicron, dans une population vaccinée, on a vu comment il se comporte. Maintenant, on sait que les infections virales, c'est des populations non vaccinées où il y a une circulation importante de virus. C'est là où il y a le lit de l'apparition de nouveaux variants. C'est pour ça qu'on a intérêt de vacciner la majorité, d'aller vers stopper cette circulation pour éviter qu'il y ait apparition de nouveaux variants. Maintenant, vous me parlez de la virulence de cet Omicron. C'est vrai que on se dirige vers une adaptation hôte-virus. Parce qu'en fait, le virus n'a pas intérêt de tuer son hôte. Sinon, on ne pourra pas vivre. Donc, il faudrait qu'il y ait un équilibre, j'allais dire, entre l'hôte et le virus, de telle manière que ce virus arrive à survivre dans l'hôte de manière équilibrée, qu'il n'y ait pas de gros dommages chez l'hôte. En fait, il va s'adapter, il va muter au fur et à mesure pour trouver cet équilibre. Je pense qu'au bout de 2 ans et quelques jours de pandémie de Covid-19 et de SARS-CoV-2, il y a eu une démutation de telle manière que cet Omicron s'est adapté, donc il contamine très vite, mais il y a moins d'effets pathogènes, de virulence et tout. Donc il y a un phénomène d'équilibre, et probablement on se dirige, tout à l'heure vous l'avez dit, vers beaucoup de cas, beaucoup d'immunisation, et en plus on a de personnes qui sont touchées par l'Omicron, il y aura une immunité naturelle anti-SARS-CoV-2 variant Omicron, et probablement on freinera cette circulation du virus. Mais il faudrait qu'il y ait quand même un certain nombre de personnes touchées par ce variant Omicron pour atteindre cette immunité collective, pour pouvoir bloquer cette circulation du virus.
Certains spécialistes, certains experts prédisent la fin de la pandémie parce qu'on va vers des variants de moins en moins virulents et tout le monde va être touché par cette grippe ou ce rhume dû au variant Omicron et probablement nous allons atteindre un équilibre, une certaine forme d'immunité collective qui arrêtera un peu cette circulation du virus. Docteur Derard? Les Américains ont publié, le Centre contre les maladies a publié la semaine dernière un bon rapport sur la mortalité dans l'Omicron et on voit clairement sur la courbe que ceux qui ne sont pas vaccinés sont 10 fois plus à risque d'être hospitalisés versus les personnes qui sont vaccinées. La courbe est claire et ça montre l'intérêt de la vaccination parce que chez les sujets qui ne sont pas vaccinés, en termes de proportion, en termes de chiffres absolus, le risque existe, et notamment pour les personnes à risque, les sujets qui sont âgés, qui ont des comorbidités, surtout le diabète, et les sujets qui sont malades. Donc ceux-là continueront à payer le lourd tribut du Covid pendant des années. Peut-être qu'il faudra, leur faire un rappel dans l'avenir, avec un taux de vaccination qui est élevé, mais ce qu'on sait actuellement, c'est qu'attention, pour les sujets non vaccinés, le variant Omicron reste un variant qui est dangereux, que ce n'est pas une simple grippe, comme beaucoup le disent, malheureusement. Et il faut faire très attention, c'est qu'au jour où on parle, l'immunité qui est acquise après une infection par l'Omicron, on ne sait pas sa durée. Elle peut être de 2 mois, elle peut être de 3 mois, elle peut être de 6 mois. Il faut attendre les résultats de l'étude d'immunité pour savoir. Voilà, c'est l'incertitude totale dans tous les cas. Il y a un point à ajouter par rapport à ce que vient de dire le professeur Derard, et c'est un aspect qu'on a tendance un petit peu à négliger. Bon, il est possible qu'on assiste à un variant qui soit de moindre virulence par rapport au Delta, mais n'oubliez pas une chose très importante, c'est la pression qui est exercée aujourd'hui sur les services et les personnels soignants. Le personnel soignant aujourd'hui se plaint à juste titre. Donc, avancer l'idée que l'Omicron, c'est un virus sage qui pourrait à la limite provoquer une maladie similaire à celle de la grippe, je crois que c'est non seulement faire fausse route, mais aussi encourager tous ceux ils sont très nombreux, comme vous le savez, très réticents à la vaccination. Donc il faut faire extrêmement attention par rapport à ce discours-là. Et je pense que ce que vient de dire le professeur Derard est très important. L'Omicron reste quand même un virus très dangereux, peut-être de moindre puissance mais à prendre au létale, sérieux. Mais à prendre au sérieux. Et surtout, pensez à ceux qui prennent en charge les malades. C'est très important. Si vous avez un personnel soignant qui se plaint, comme on le voit tous les jours, etc., si vous avez des services de soins qui sont saturés ou qui sont en surcharge, c'est toute la chaîne qui risque de lutte et de prévention contre la maladie et contre les virus qui risque d'être complètement perturbée. Il ne faudra pas oublier, en dehors du caractère de la réponse immunitaire, il y a un deuxième point qui est fondamental, et qui était à l'origine de la genèse du variant Omicron. Le variant Omicron est né chez une dame qui souffrait d'un syndrome immunodépressif sévère et qui a hébergé le virus pendant une durée de 6 mois. C'est une femme qui avait le sida. Exactement. Donc, au bout de 6 mois, il y a eu tellement de mutations qui sont accumulées sur le virus qu'au bout de 6 mois, vous avez généré un virus qui était capable de se transmettre, de se diffuser à une échelle explosive. Pourquoi j'attire l'attention sur ça? C'est que ces personnes immunodépressives ou qui souffrent d'immunodépression sévère sont partout. Donc ce mécanisme peut exister dans n'importe quelle région géographique dans le monde et c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans la surveillance et dans le futur pour l'évolution de ces virus. Alors on peut expliquer rapidement c'est quoi cette histoire d'immunité collective sans trop rentrer dans le détail scientifique, mais au moins pour le téléspectateur comprenne c'est quoi au juste? Alors en fait, je disais tout à l'heure pour l'Omicron qu'on pourrait atteindre cette immunité collective. Oui, pour le variant Omicron, il y a eu beaucoup de publications qui ont été faites disant qu'il y a de moindre dangerosité, moindre virulence. C'est vrai que le risque qu'il y a apparition d'autres variants qui pourraient être plus virulents, plus dangereux. Donc on ne sait pas est-ce qu'il y a une fin de ce cycle, de ce cycle viral ou pas. Maintenant, l'immunité collective, c'est arrivé une situation où on développerait une protection contre ce variant qui circule, de telle manière que, disons, 60 à 70% de la population qui est atteinte a des anticorps ou a des lymphocytes de l'immunité cellulaire dirigés contre ce variant. Ça veut dire que ce nouveau variant ne peut plus infecter des personnes parce que la majorité sont immunisées. Et quand il ne trouvera pas où infecter, ou proliférer, s'activer, et donc ce virus va disparaître par lui-même. C'est ça, cette notion d'immunité collective, c'est d'être protégés tous en même temps contre un variant qui circule,
Et là, ce variant ne pourra plus infecter de nouvelles personnes, et donc ne pourra plus sévir, ne pourra plus survivre. Voilà. Mais maintenant, si on a une inégalité, c'est-à-dire sur cette planète, sur le plan vaccination, sur le plan, diffusion de cet Omicron, il y aurait toujours des régions quelque part sur cette planète, il y aura apparition de nouveaux variants qui vont changer la donne. Donc c'est pour ça que l'OMS insiste sur le partage de ces vaccins de manière égale entre les pays. Ça ne sert à rien de vacciner l'Europe et l'Amérique en oubliant l'Afrique ou, je ne sais pas, une partie de l'Asie, les pays les plus pauvres, parce que c'est là où pourraient naître de nouveaux variants plus dangereux qui contamineront. Donc c'est vraiment illogique de se protéger soi-même contre un virus et d'oublier les populations qui ne peuvent pas se vacciner. Ça, c'est vraiment une grande... Très bien. Nordine Azouz, on a suivi un peu les déclarations cette semaine de l'OMS. Contradiction, ambivalence, on ne sait vraiment pas sur quel sens vouer. Hein. D'un côté, ils disent, avec ce Omicron, on va vers l'immunité collective. Par la suite, ils disent, non, attention, on n'a pas encore fini avec la pandémie. En l'espace de quelques heures, il y a eu quand même quelques petites contradictions. Je ne sais pas si ce sont des contradictions ou c'est une prudence à la prévision. Parce que nous sommes en face d'un phénomène qui mute et qui se transforme pratiquement à vue d'œil, si je puis dire. Donc, face à ce phénomène-là, le discours scientifique a tendance à la prudence, plutôt que d'avancer des scénarios ou des schémas qui peuvent être remis en cause ou démentis au bout d'une semaine, parfois au bout de quelques jours. Donc c'est pas tellement une contradiction, plutôt qu'une prudence à la prévision. Pour revenir à la question de l'immunité collective, les scientifiques qui sont parmi nous aujourd'hui parlent de digue immunitaire. Le professeur Djigdjik a parlé des anticorps. Il y a aussi les lymphocytes qui ont tendance à se renforcer, d'après ce qu'on lit dans la littérature, par exemple, de l'OMS. Mais il y a aussi, encore une fois, la vaccination. Très important. Et le professeur Dara a eu raison de parler de socle, parce que c'est vrai que la vaccination aujourd'hui, qui pose des questions et des problèmes chez nous aujourd'hui, doit être interrogée de manière très sérieuse et voir pourquoi il y a chez nous cette réticence à se piquer, si je puis me permettre la formule. Alors, dossier vaccination. Messieurs, il faut être clair déjà. Se faire vacciner contre le Covid-19 ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber malade, qu'on ne va pas être infecté. Ça veut dire qu'on va éviter les formes graves en cas de contamination. Cette explication, je ne sais pas, mais on a l'impression que ça a du mal à passer chez les Algériens. Dès que vous leur expliquez, ils disent « oui, Flen s'est fait vacciner, et pourtant il a eu le Covid ». Donc, comment arriver à, une bonne fois pour toutes, expliquer que la vaccination évite les formes graves ? Alors, en fait, la situation est très compliquée avec cette maladie. Nous sommes en train de vivre avec une époque d'un nouveau virus qui est apparu fin 2019, une nouvelle maladie, et les scientifiques apprennent chaque jour. C'est vrai que nous avons tendance à se rappeler de la vaccination comme une thérapie ou des traitements qu'on prend pour éviter de tomber malade. Ça, c'est connu dans certaines maladies infectieuses connues. Maintenant, dans les maladies virales telles que les virus ARN, tels que le SARS-CoV-2, les choses sont un peu plus compliquées. On sait qu'il n'y a pas de vaccin pour le sida, on sait qu'il n'y a pas de vaccin pour telle maladie, comme pour la grippe aussi, on n'arrive pas à contrôler. Vous savez que la grippe, c'est un virus qui mute, qui change. Chaque année ou chaque 2 ans, on change de vaccin de la grippe. Maintenant, pour la situation de la Covid-19, c'est vrai que tous les experts avaient un espoir d'avoir un vaccin qui nous protège, qui arrête cette pandémie de manière globale et générale. Mais la situation est tout autre. C'est vrai, quand on maintenant se vaccine contre la Covid-19, il y a eu quand même des mises au point, chaque 6 mois, chaque 3 mois, qui nous ont rappelé que réellement cette vaccination ne nous protège pas contre la maladie. C'est qu'on peut retomber malade à plusieurs reprises quand on est vacciné. Et deuxièmement, ça n'empêche pas de transmettre aussi la maladie. Ça aussi, il faudrait le savoir. Peut-être on transmet un peu moins qu'un non-vacciné, mais on transmet quand même le virus quand on est vacciné. Mais la chose la plus évidente, la plus prouvée, c'est-à-dire sur le plan documenté. Et c'est les chiffres qui l'attestent. Absolument, c'est pas un truc d'esprit. Il y a beaucoup de publications. L'Amérique vient d'en parler d'une dernière publication américaine que nous avons vue ensemble. Je pense que toutes les publications convergent vers quelque chose.
Quand on est vacciné, on se protège contre les formes graves de la Covid-19, contre la mortalité, le recours à l'oxygène, l'hospitalisation en réanimation. Tout ça, c'est important. C'est-à-dire que le vaccin nous protège contre la mort ou les formes graves de la Covid-19. Donc, c'est vrai que nous avons un outil qui est là, qui ne peut pas arrêter de manière totale la circulation du virus, mais il nous permet quand même de survivre et de diminuer la mortalité dû à ce virus ou à cette maladie. Et on le sait que la mortalité, il y a des chiffres, il y a des graphes qu'on vient de voir il y a 2-3 jours. Les personnes vaccinées meurent moins comparativement aux personnes non vaccinées. Et d'ailleurs, on avait fait un conseil scientifique au niveau du ministère de la Santé la semaine passée. Monsieur le ministre m'a montré un tableau. Nettement, sur les 5000 personnes hospitalisées actuellement en Algérie, 80% ne sont pas vaccinés. En réanimation, ceux qui sont intubés, 100% ne sont pas vaccinés. Si on prend les personnes, la mortalité en Algérie, 96% ou 95%, si mes souvenirs sont bons, ce sont des personnes non vaccinées. Donc ça, ce sont des éléments palpables. Alors on est à un tiers de la population au jour d'aujourd'hui vaccinée à peine 20%. Si on veut être un peu plus généreux, on dira un tiers. Si on est généreux, on dira un tiers, oui. D'accord. Le chiffre officiel Ahmed Lahabri qui a été donné aujourd'hui, c'est 29,39% de personnes vaccinées chez nous. D'accord. Ce qui reste un chiffre en deçà des objectifs annoncés par l'autorité sanitaire depuis le début de la pandémie. Sur la question de la défiance vis-à-vis de la vaccination. Bon, il y a une attitude chez nous, qui est générale et qu'il va falloir interroger de toute façon d'une manière ou d'une autre, et j'espère le plus rapidement possible, pour voir pourquoi il y a ce mur de réticence vis-à-vis de la... Quand je dis interroger, c'est de faire des enquêtes et sonder les personnes. Pourquoi il y a cette... Ailleurs, il y a une autre explication, c'est que vous avez parfois, au sein même de la communauté scientifique, des voix controversées, et qui considèrent que la vaccination n'est pas utile. Ces voix-là ont un impact sur une partie des opinions, souvent des opinions qui ont une défiance vis-à-vis des grands laboratoires, parce que le discours général, c'est que les grands laboratoires sont là pour gagner des milliards et que de toutes les façons, cette vaccination, c'est beaucoup plus effet placebo qu'autre chose. Les indications que vient de donner le professeur Djekdik et les constats faits par les médecins sur le terrain contredisent ça. Mais la réalité, elle est là. C'est qu'il y a des gens qui sont perméables à ce type d'opinion. D'autant plus que cette opinion-là consomme aujourd'hui une information via les réseaux sociaux. Et je vous laisse deviner quelle est la puissance de pénétration de l'information ou de la non-information véhiculée par les réseaux sociaux. Et ça vous donne ça. Pour revenir au contexte national chez nous, moi je pense qu'il est extrêmement important qu'on interroge la société et le corps social, pourquoi il y a cette réticence, alors que parfois dans les familles, vous trouvez des gens qui déplorent soit des décès, soit des personnes et ils résistent quand même à la vaccination. Absolument. Ce qu'il faut dire, le phénomène, excusez-moi, il est particulier chez nous, parce que quand on parle de défiance à l'échelle internationale, ils sont minoritaires. Quand on prend n'importe quel pays européen, on voit 80% sont vaccinés, et les gens une minorité. Nous, c'est l'inverse. C'est l'inverse, quand même. Qui est militante. Qui est militante. Oui. Nous, c'est un phénomène général, global, donc il faudrait peut-être interroger de manière très ciblée plusieurs populations, quel que soit le niveau d'instruction, pour voir pourquoi il y a cette défiance. D'accord. Je vais poser la question au docteur Dera. Aujourd'hui, 9 milliards 600 de doses administrées dans le monde. Donc on est pratiquement une minorité face à ce chiffre qui est même extraordinaire de personnes. Est-ce qu'on connaît... Oui, allez-y pour le détail. Dans certains pays occidentaux, ils ont commencé la vaccination, ils ont atteint un chiffre de 30, 40, 50%. Mais ce qui a quand même permis d'atteindre les 70%, c'est l'instauration du pass sanitaire. Donc, ils sont arrivés à un max au bout de 30, 40% de taux de vaccination, et ensuite ils sont passés à l'installation ou à l'instauration rigoureuse du pass sanitaire au départ, ensuite pass vaccinal. C'est ça qui a permis quand même d'atteindre des chiffres de 70, 75%, ça dépend du pays. Alors, la loi a été promulguée dans notre pays. Donc nous espérons... Pour l'appliquer, maintenant, c'est une autre paire de manches. On sait très bien toute la difficulté d'appliquer ce genre de directive. Juste une question, docteur Dera, est-ce qu'aujourd'hui on connaît la ruée vers la vaccination avec ce nouveau pic, comme ce fut le cas l'été dernier? Malheureusement, non. On observe un afflux timide. Hier, je croyais, je ne sais pas si à Alger, on a assisté qu'un chiffre de 900 vaccinés durant la journée, ce qui est très très loin des 300 000 ou 30 000 pour Alger à l'époque, en juillet 2021. Donc on reste encore très loin. Et c'est juste pour rebondir sur un point que vous avez signalé, c'est que les vaccins tels qu'ils ont été faits actuellement, c'est des vaccins qui ont été faits dans le cadre de l'urgence.
C'est des procédés d'urgence dont a établi la procédure l'OMS. Et ça a duré qu'on quand appelle même. des vaccins de première génération. C'est ça. Et ça a duré des mois. Ce n'est pas d'arrêter la transmission, mais c'est d'éviter les formes graves. Mais les vaccins dans le futur qui auront la faculté de stopper, ils viendront plus tard dans les années à venir. D'ailleurs, il y a des fabricants américains qui sont en train de plancher sur des vaccins. Mais l'essentiel actuellement, c'est de baisser la mortalité due au Covid. D'accord. Je me mets toujours à la place du téléspectateur qui se pose plein de questions en ce moment. 3e dose, 6 mois après les 2e. Une 3e dose d'un laboratoire différent, puisqu'on a une profusion de labos aujourd'hui. Ça se passe comment? Si on a fait 2 doses d'un laboratoire X, est-ce qu'on doit faire une 3e du même? D'une façon très claire, et je laisserai mon collègue abonder, si vous faites 2 doses, avec le variant Omicron, vous perdez 30 à 40% de protection. En rajoutant une 3e dose après 4 mois, vous rehaussez votre immunité à 90, 89, 90%. On parle de 4 mois, pas de 6. Hein. Oui, 4 mois. Au bout de 4 mois, on peut carrément. Au dépôt, si on a diminué à 4, parce qu'on a vu que, vu le caractère explosif de la pandémie, il fallait essayer de réduire pour immuniser rapidement le plus grand nombre de personnes. Et donc, cette 3e dose est venue pour remonter la protection qui se perd, notamment avec l'apparition de nouveaux variants. C'est-à-dire que si vous êtes immunisé aujourd'hui par les 2 doses, vous êtes immunisé contre le variant qui circule à l'instant. Mais avec l'évolution qui se passe dans le temps et avec, bien sûr, les caractéristiques des vaccins... Vous risquez de ne plus l'être. Voilà, vous diminuez dans le temps. Et on voit après 3-6 mois, vous perdez en protection. Avec l'Omicron, on perd plus vite en termes de protection. Et la 3e dose, maintenant les études le montrent, elle remonte l'immunité à 90% en termes de protection. Et on pourra aller dans le futur, si on voit que la protection rediminue, on peut être rappelé à faire des doses de rappel pour assurer une protection immunitaire, notamment un sujet à risque. Je vous laisse réagir, professeur Djidjic, pour vous poser l'autre question qui suit. Juste compléter un peu ce que vient de dire mon collègue. En fait, vacciner contre un virus ARN, c'est compliqué. On sait comment fonctionne un virus ARN, sujet à multiples mutations. Donc, arriver à avoir des vaccins qui nous protégeraient à 100%, c'est compliqué. Ce qui a rajouté encore comme complication pour la Covid-19, c'est qu'on s'est rendu compte vite qu'il y a une diminution des anticorps quelques mois après, soit post-vaccinaux ou post-vaccination, ou soit post-infection naturelle. Ça, toutes les études l'ont démontré. En matière d'anticorps, au moins, il y a une baisse en moyenne, à partir de 6 mois, on perd 20 à 30, jusqu'à 40% en quantité d'anticorps. Donc ça, c'est un phénomène qu'on connaît maintenant depuis quelques mois. Et quand on perd ces anticorps, ça veut dire qu'on perd d'immunité. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup d'immunité cellulaire parce que c'est compliqué à évaluer, mais d'une manière générale, l'immunité humorale baisse, on le sait. C'est pour ça que maintenant, on préconise la 3e dose. Parce que pour rebooster, c'est un rappel ou un boost qui permettra d'élever un peu le taux d'anticorps et le taux d'immunité protectrice. Alors, ce qu'il faudrait savoir, de variant à variant, il y a un échappement immunitaire. Parce que tous les vaccins ont été fabriqués avec la souche originale de Wuhan. Et de variant à variant, il y a un petit phénomène d'échappement immunitaire et l'efficacité baisse. Même avec le Delta, il y a une perte d'efficacité. Avec l'Omicron, encore plus, parce que c'est le variant le plus muté. Il l'a dit, M. Dera, actuellement, on sait que les personnes qui ont 2 vaccins, 2 doses, ils ont une perte d'efficacité de 30%. Et maintenant, tous les travaux aussi l'ont démontré, les personnes qui ont boosté leur système immunitaire avec la 3e dose sont mieux protégées comparativement aux personnes vaccinées avec 2 doses. Ça, c'est clair et c'est démontré. Alors, maintenant, je vais vous poser la question autrement. Le fait de dire 3e dose, éventuellement une 4e par la suite, et même parfois rapprochée dans le temps, est-ce que c'est pas ce genre d'explication ou ce genre de détail qui peut faire peur à la population en disant, et voilà, maintenant on va se retrouver à être vacciné 4 fois par an? Écoutez, quand vous emmenez votre enfant dès la naissance, vous avez des régimes vaccinaux à 5 doses. Pour la raison simple, c'est qu'avec le recul, vous êtes arrivé à savoir quel est le régime optimal pour avoir une bonne immunité chez l'enfant. Maintenant, on vit en pleine pandémie. On n'est pas encore arrivé à quel est le régime vaccinal optimal qui va permettre à la personne d'être à l'abri. À l'abri, voilà. Définitivement. Rajouter à ça, c'est comme l'a dit José, que c'était un virus ARN, c'est hyper compliqué de le contrôler définitivement. C'est pour ça que, par exemple,
vous ne pouvez pas contrôler le virus de la grippe. Vous êtes obligé de vous vacciner annuellement parce que pour aussi la grippe, il y a une histoire de variants à l'intérieur. Chaque année, il y a des variants qui apparaissent. Ah oui. Et ces variants font diminuer l'immunité qui a été acquise l'année dernière, et ce qui amène à réactualiser le vaccin pour protéger les sujets à risque. Probablement, c'est dans cette optique qu'on va se diriger pour le SARS-CoV-2. D'accord. Sur cette question, Ahmed Lahabi, les schémas vaccinaux que vous venez de citer, en fait, correspondent à une réalité qui est la suivante, c'est l'instabilité du virus. Et ça correspond aussi à quelque chose qu'on a oublié, c'est que la science tâtonne. Et elle trouve. Et là, on est en situation, parce que cette pandémie-là, c'est quelque chose de nouveau aujourd'hui par rapport à ce que nous avons connu auparavant. Et il y a des scénarios, il y a des pistes de recherche qui sont en train de se déployer sur le terrain, dans les laboratoires, et qui font qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver un médecin ou un chercheur en virologie ou autre chose qui peut vous dire, bon, aujourd'hui on est parti sur une hypothèse, la situation est tellement instable qu'on est obligé d'aller vers une deuxième hypothèse et peut-être demain un troisième. Mais ça ne change absolument pas le fait que aujourd'hui la vaccination est quelque chose de fondamental dans le protocole thérapeutique. Sur lequel il faudrait insister. Absolument. La vaccination des enfants, dans certains pays déjà, on en parle. Bon, vous allez me dire déjà que pour les adultes, on souffre, alors... C'est un débat. C'est ce qu'on va vous dire. C'est un débat. J'ose même pas vous la poser pour l'Algérie, messieurs. Oui, écoutez, C'est moi, un je débat. pense- Hein. C'est un débat. Nous avons aussi aujourd'hui des scientifiques Qui sont contre, même en Europe. non, qui sont pour la vaccination des jeunes gens hein, et des enfants. Alors, Voilà. Vous en pensez quoi? Moi, je pense, c'est très rapide, il y a un aspect culturel très important derrière. Chez les enfants, bien sûr, il y a un débat au sein du conseil scientifique, il y a aussi le comité technique de vaccination, à qui revient le mot, parce que c'est eux qui sont... Déjà pour l'âge, sur c'est les 12 vaccins. ans, on est bien Exactement. d'accord. Mais ce qu'il faut savoir sur l'aspect culturel, c'est qu'actuellement, avec le taux de vaccination qui est très faible, que ce soit dans le milieu de l'éducation, du milieu universitaire ou du milieu général, ce n'est pas le timing, ça c'est mon avis, idéal pour un enfant d'être rassuré par la vaccination. Rappelons que quand vous vaccinez votre enfant, vous le tenez par la main et vous partez dans une structure sanitaire et l'enfant est plein de confiance. Donc avec le débat actuel où un enfant qui est en classe sait que son enseignant n'est pas vacciné, s'il part à la maison, il sait que ses parents ne sont pas vaccinés, c'est très difficile, dans un point de vue logique, de faire admettre à un enfant d'utiliser cette vaccination pour lui. Et donc, quelque part, il y a une confiance qu'il faudra absolument gagner avant d'aller vers l'acte vaccinal. Ça, c'est très primordial si on veut réussir. Et on le voit, dans les pays européens, il y a une difficulté à faire passer le message. Beaucoup de parents refusent de faire vacciner leur enfant, malgré les critères qui sont mis en place. Et là, je pense qu'il faudra gagner la bataille de la confiance des enfants avant d'y aller vers une vaccination massive. Très bien, ça c'est le point de vue du docteur Dera. Pour le professeur Djidjik, vaccination des enfants. Si vous voulez savoir, à travers le monde, il y a 105 pays qui vaccinent les enfants. Sur le plan scientifique, immunologique... 105, donc déjà on est quasiment à la moitié de la population. Pas tous les pays, mais en disant la majorité vaccinent, et vaccinent à tout âge, jusqu'à même aux petits enfants. Certains pays sont allés même vacciner aux 6 mois, 1 an. Sur le plan scientifique, disons que c'est quand même quelque chose d'intéressant, de pouvoir vacciner et les adultes et les enfants. Dans quel but, en fait, d'arrêter cette pandémie, de la contrôler, et surtout d'éviter qu'il y ait des personnes naïves qui pourraient héberger le virus et provoquer des variants. Parce que les enfants peuvent aussi créer des variants. Pour ça qu'il faudrait arrêter cette circulation dans toutes les populations, qu'elles soient adultes ou enfants. Maintenant, la vaccination chez l'enfant, c'est que les enfants ne font pas de formes graves. Quand on compare la mortalité infantile et adulte, elle n'est pas comparable. Les formes graves sont chez l'adulte. Donc la vaccination chez l'enfant, c'est une vaccination altruiste. Donc on les vaccine surtout pour protéger, j'allais dire, le collectif. Donc maintenant, la situation dans notre pays, elle est tout autre. Les adultes ne sont pas vaccinés. Dans quel but, dans quel est l'objectif, quelle est la logique qui nous emmènerait à vacciner une population enfant alors que les adultes ne sont pas vaccinés? Si nous avons atteint
cet objectif de vacciner, disons, 60-70% d'adultes, je penserais qu'il faudrait aller chercher dans les populations enfants, Juvéniles. 15 ans, 17 ans, pour pouvoir élargir cette protection, cette couverture vaccinale. Mais pour le moment en Algérie, je pense qu'il est inutile d'aller chercher cette vaccination infantile ou juvénile, si vous voulez, c'est même si on est loin de la vaccination des adultes, du temps de protection sur les adultes. Très bien. Alors, le comité scientifique se réunit continuellement pour un peu évaluer Débattre la de cette situation et débattre. On a assisté à cette semaine de fermeture, entre parenthèses. Je ne sais pas si vous avez des informations ce soir. Est-ce que c'est trop tôt d'en parler? Va-t-on vers une reconduction de ces mesures encore une deuxième fois? Bon, je vous mets dans l'embarras peut-être. Non, on n'est pas dans les secrets. Hein. Secret de temps, écoutez, la décision de fermeture de l'école est une décision éminemment politique. Maintenant, l'outil d'aide à la décision, c'est la situation épidémiologique qui prévaut. Actuellement, nous avons une remontée, nous ne sommes pas encore descendus. Est-ce que nous sommes en train d'arriver au pic qui va se maintenir dans les prochains jours? Donc la situation épidémiologique est telle qu'elle est actuellement. Maintenant, la décision qui va en découler prendra en considération d'autres paramètres. C'est toujours les chiffres. C'est toujours les chiffres, bien sûr. Le nombre de C'est contaminations. une logique. Moi, je pourrais vous donner... Il y a aussi il y a un paramètre qui est très important. On parle beaucoup donner un chiffre, 2000, 1000 cas. Donner un chiffre en soi-même n'a pas de signification si on le dénude des d'autres paramètres. Pour moi, la vitesse d'évolution des cas est plus importante. C'est la tendance qui vous permet de voir est-ce que ça va vite. Si vous avez par exemple en 24 heures 500 cas supplémentaires, ce n'est pas si vous avez 20 ou 30 cas supplémentaires. Donc il y a analyser ça. Et aussi, et ça c'est très important, c'est que notre capacité, la capacité du système de santé d'encaisser l'épidémie. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive au niveau des hôpitaux à gérer l'afflux des malades? Si le système arrive à absorber le nombre de malades qui consultent, à ce moment-là, les chiffres n'ont pas de signification. Si vous dites, vous avez 50 000 cas et vous avez un taux d'occupation des lits qui est bas, qui est 30 à 40%. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas péril dans la demeure. Il n'y a pas péril dans la demeure. Le professeur Djidjik, c'est ce que vous disiez, comparativement au Delta, il y a moins de formes graves Absolument. et moins Les chiffres sont là, ils ont de tous les jours. de réa. Moi, ce que je dirais, juste peut-être, je ne sais pas, mais ça, en toute prudence, au niveau du laboratoire que je dirige, donc nous faisons ces tests de diagnostic de la Covid-19, la semaine passée, nous avons eu des journées très difficiles. Il y a eu 600, 700 personnes qui se sont présentées avec des symptômes. On leur a fait les tests antigéniques, disons plus de 300 par jour, qui étaient positifs. Ce que j'ai remarqué ces 2 derniers jours, ça c'est juste entre parenthèses, on va le confirmer, il y a moins de monde qui afflue et il y a moins de positifs. Probablement que nous avons atteint le pic il y a quelques jours et nous sommes en train d'arriver à cette phase plateau et peut-être d'amorcer cette descente. Peut-être c'est dû à cette mesure d'arrêter les écoles, qui a un peu évité cette contamination, mais j'en sais rien. Qu'on le veuille ou non, ça va calmer. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est sûr, on a vu le phénomène en Afrique du Sud, Et oui. il y a une montée, il y a un plateau, il y a une descente. J'espère qu'actuellement nous sommes en train de vivre le début de cette descente et que le cauchemar se terminera dans quelques jours ou une ou 2 semaines. Très bien. Alors, je vais vous laisser terminer sur une note d'espoir. J'aimerais bien, parce que bon, le téléspectateur, j'ai envie de dire, il a ras-le-bol d'écouter que des mauvaises nouvelles. Donc, il faut peut-être Je viens de dire une bonne nouvelle. Oui, heureusement. Scientifique que vous êtes, quel est le message d'espoir sur lequel on peut vraiment en finir? Moi, je dirais que c'est une course contre la science et le virus. Il y a une course terrible. J'espère que l'homme et le scientifique arrivera à maîtriser cette infection, cette maladie, cette maudite maladie qui a emmené beaucoup de collègues, beaucoup d'amis, beaucoup de voisins. Mais je dirais que restons prudents. Voilà. Il faut se vacciner, même si on voit que les formes ne sont pas graves. On a tendance à banaliser maintenant ce nouveau Covid. Mais je dis qu'il faut se vacciner parce que toutes les publications ont démontré qu'être vacciné, c'est mieux que de ne pas l'être. Donc moi, mon dernier message, quelle que soit la forme, même si on voit que c'est pas grave, il faut se faire vacciner. C'est le seul garant ou garantie d'avoir un Covid qui n'est pas très très sévère. Docteur Vera? Moi, je dirais qu'il y a eu 3 grandes pandémies dans le passé, après la pandémie espagnole qui est connue par tout le monde. C'est la première fois dans l'histoire que la science arrive à mettre à disposition du citoyen un vaccin en un temps record. C'est-à-dire en moins d'1 année, on peut avoir
une des vertus de la science qui est la vaccination. On ne peut pas en vouloir à la science d'avoir mis en place un vaccin qui protège les gens en un délai record. Souvenez-vous le nombre de morts dans la pandémie espagnole, dans la grippe bancaire, dans la grippe asiatique. Tous ces morts-là, s'ils avaient peut-être bénéficié, comme nous actuellement, à la date où on parle de 10 milliards de doses administrées, nous n'aurions pas eu la mortalité qui était à l'époque. Et donc actuellement, il faut faire confiance à la science, parce que la science-là a mis au point un vaccin, et le salut de la vaccination sortira par cette même vaccination. Très bien, merci beaucoup Fawzi Derrar. Docteur Fawzi Derrar. Un instant. Oui, professeur Djidjik. Cette pandémie, sans vaccin. Voilà. Il faut imaginer, s'il n'y avait pas de vaccin, que serait un peu cette pandémie actuellement. L'hécatombe, carrément. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle donc Dr Fawzi Derrar, directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie, et professeur Reda Djidjik, chef de service immunologie CHU Bni Messous. Merci à vous, messieurs. Merci également à Nordine Azouz, notre consultant régulier dans l'émission. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. J'espère que les choses sont, en tous les cas, plus claires. On ne cessera jamais assez de le répéter. Protégez-vous, prenez soin de vous et de vos proches. À la semaine prochaine, excellente suite des programmes sur Al24 News. Merci, bonsoir.